Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc l'After. Nous sommes lundi, émission numéro 52. Avec les comptables que j'ai à ma table, parce qu'alors les maîtres off statistiques, je les ai vraiment avec moi dans le cadre de cette émission. Ils vont vous le confirmer, émission 52 pour un premier bloc qui sera évidemment consacré aux demi-finales du championnat de National League et puis à la lutte pour la promotion, relégation. Avec nous aujourd'hui notre duo de pointe, à savoir Christian Ponty. Bonsoir Christian. Bonsoir Lucas. Et bonsoir au coach Laurent Perroton. Bonsoir. Alors, messieurs, vous avez eu le temps ce week-end, peut-être, d'analyser un petit peu la situation des 6 clubs qui sont encore en lice actuellement. Et finalement, il reste encore, on a quelques réponses, mais on a encore quand même beaucoup d'interrogations. Je crois que c'est, en gros, je crois que c'est Laurent. J'ai déjà fait le sommaire de l'émission. Oui, quoi, bien sûr, on va parler de ces trois séries. Et puis évidemment, on a des questions du lundi, des auditeurs et évidemment le casque d'or et le casque de plomb. Christian ? Les séries sont lancées à tous les niveaux, que ce soit en promo relégation et puis de l'autre côté. Donc c'est palpitant, hein. Franchement, on s'ennuie pas. Et puis je pense que on va avoir du fun à analyser tout ça avec Laurent, la statistique. Alors on va commencer tout de suite avec nos casques. On va commencer. Allez, j'ai envie de commencer avec le casque de plomb. Fait marquant peut-être. Ah, parce que vous avez des faits marquants. Il n'y a que ça, en fait. Moi, je pensais qu'on traiterait tout ça en bloc. Alors, allons-y, faits marquants. Allons-y. Non, alors moi, je veux juste mettre un petit fait marquant, puis ça nous concerne un peu Lolo. C'est le retrait de la compétition de Sophie Hunton-Matten, qui est en fait une gardienne qui a joué en Première Ligue pendant plusieurs saisons. Donc, chez les garçons. Ouais, avec Sastal. Et puis Salzgrund. Salzgrund, exactement. Et puis en fait, c'est quand même la première femme qui a joué contre un club de National League. Elle a joué quand Genève Servette en coupe. Et puis qui a quand même gagné une médaille aux Jeux Olympiques à Sochi. Donc moi j'avais du respect parce qu'on se rappelle avec Laurent que souvent l'équipe était très soudée autour de sa gardienne et ils n'étaient pas faciles à jouer, c'était une bonne gardienne. Donc je trouve que ça méritait un petit coup de chapeau. Surtout en plus... Toi, Philippe, qui est toujours très... Je défends toujours le hockey féminin. Je le défendrai toujours. Non, mais je parlais même pas de le défendre. Simplement, tu t'en parlais assez régulièrement. Oui, j'en parle régulièrement, c'est vrai. Absolument. Donc voilà, je pense que c'est un fait marquant. Et puis je pense que Laurent, tu as aussi des souvenirs par rapport à ça. Et puis autrement, juste quand même signaler deux choses assez marquantes. Donc les juniors élites, c'est fait Getse Alliance champion. Puis ce qui est surtout intéressant, c'est en U20. Ensuite, les novices élites, c'est-à-dire U17, bien champion contre Langnau. Et rappelez-vous, les U15, c'est Fribourg. Donc c'est bon pour le hockey roman, tout ça. Ouais. Mais déçu pour les juniors élites, mais on n'avait pas de concurrents. C'était contre Lugano. Ouais, mais on n'avait pas de club roman, mais autrement on aurait fait le carton plein là. En fait, justement, alors là vous m'enlevez mon casque d'or de la bouche parce que j'avais pensé au U20 de Geteka Lions et puis au U17 de Bienne, tout simplement parce que voilà, Geteka Lions étonnamment est en U20 alors que ZSC Lions est en U20 top. Ça a toujours été comme ça, mais c'est quand même rigolo de voir que là c'est les choses qui s'inverse et c'est quand même aussi la preuve qu'on travaille bien dans cette organisation zurichoise. Alors pour vous répondre, souvent en ce qu'on appelle les juniors top mais qui est anciennement Elite B pour que les gens comprennent, c'est souvent des jeunes joueurs. C'est souvent des novices élites. Exactement. Pour déjà les développer. Voilà, on les monte. Et quand arrivent les finales, et moi ça m'est arrivé en demi-finale avec Lausanne, quand arrivent les finales, tu as tous les joueurs de Ligue B qui descendent en Junior Elite, ce qui fait que c'est pas la même équipe en face, donc souvent ils arrivent à gagner des titres. Et puis pour finir, pour les U17, le fonctionnement, vous savez comment ça marche, hein. Vous jouez 2 matchs et ils calculent le nombre de goals. Ouais, c'est ça. Ça c'est incroyable pour des finales. Et d'ailleurs, il y a eu 2 fois le même score chez les U17, mais ça s'est joué
en prolongation. Sur la prolongation. C'est quand même complètement dingue de ce fonctionnement-là. Et puis tu gères Moi, je préférais un troisième match, mais voilà, je pense que c'est des questions de coût et d'organisation. Ouais. Mais c'est vraiment particulier de finir une saison. Tu as gagné un match chacun et puis tu perds en noté sur le match que tu viens de perdre. Et puis tu finis deuxième, dur pour Langnau quand même. Ouais. Félicitations à Bienne. Petite précision aussi, dans ce sens-là, peut-être aussi qu'on va assez rapidement voir des joueurs de Langnau en première équipe, parce que quand tu as du talent comme ça, déjà, comme on a dit l'autre fois, il faut les verrouiller, il faut leur mettre des contrats. Et puis après, je pense que spécialement Langnau, et bien aussi, spécialement Langnau, ils ont des chances plus tard. C'est marrant parce que ça a donné des idées à nos auditeurs, et il y a aussi une question qui se rapporte à ça, je vous en ferai part tout à l'heure. Oui, moi j'avais aussi, donc je vous ai dit pourquoi j'attribuais ce casque d'or au GTK Lions et en même temps au U17 de Bienne, parce que on a vu que cette année, pour X raisons, ce sont les U20 de Bienne qui n'ont pas été très performants. Eh bien, on se rend compte que dans la pyramide, en dessous, eh bien, ça pousse également, et je trouve ça très bien, comme à Fribourg. Ils ont plusieurs élites qui ont joué en Ligue B. Absolument, c'est ça. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que le mouvement junior viennois était quand même bel et bien présent, même s'il ne s'est pas vraiment illustré en U20 cette année. Mais il est comme ça depuis que Steininger est là, en fait. Ouais. Et puis, il faut rajouter une dernière chose. Les U20A, c'est notre ami Patrice, qui ont gagné le titre champion suisse. Voilà, exactement. Donc, bravo, et puis donc promu en top pour la saison prochaine. Ça, exact. Alors, ça, donc c'était mon casque d'or. Alors on va enchaîner. Casque d'or, Christian, tant qu'on y est. Ouais, alors moi, mon casque d'or, c'est pour Lino Marchesi. Parce que dans une série de demi-finales où c'est très très compliqué avec des gardiens hyper performants de mettre des goals, 2 fois c'est lui qui ouvre le score pour Zug. Donc autant dire que il n'y a que des joueurs capitaux et capitales, mais il y en a qui capitalisent en marquant des goals. Et Lino Marchini l'a fait sur les 2 premiers matchs. Donc pour moi, c'est un casque d'or. Respect. Et en plus, il joue très bien. Laurent ? Mon casque d'or vient à Rémi Riemann, donc le joueur du HCV Martigny. Déjà, moi je l'ai eu en junior elite, mais lorsqu'il a commencé à s'entraîner un peu avec la première, il y avait Pat Lefebvre. On lui fait un petit coucou, qui était étranger, et c'était un peu son modèle, ces 2 petits gabarits. Et du coup, très très impressionnant à voir. Mais ce que je peux dire, c'est qu'après avoir été formé à Grenoble, il arrive à Lausanne en U17. Top scorer des Elitas avec 20 points d'avance sur le deuxième. À l'époque, on avait fait médaille de bronze. Après une promotion d'Elite B à Elita. Je le fais venir de Getseka où il avait fait une saison. Il vient à Red Ice, promotion en Ligue B. Donc deuxième promotion. Donc ensuite, quelques saisons avec Red Ice en Ligue B où il est top scorer. Je me rappellerai tout le temps, je vais voir les playoffs, il était top scorer et il ne le faisait pas jouer. C'était Malguin le coach, il ne le faisait pas jouer alors qu'il était top scorer. J'avais rarement vu ça durant plusieurs semaines. Après la faillite, donc il va à Sion en 2017. Il est champion avec Sion, il monte en MSL. Mais comme il travaille le matin très tôt, il est facteur, il ne connaissait pas trop cette ligue, il décide d'aller retourner en première ligue à Sierre. Et il monte avec Sierre. Il monte avec Sierre en MSL. Ouais. L'année d'après, il monte avec Sierre en Swiss League. Il fait quelques saisons en Swiss League. Il revient à Martigny en 2022-2023 et il monte en Swiss League avec Martigny. Il vient d'avoir 34 ans. C'est sa sixième promotion. Simplement félicitations, respect. Ouais, c'est finalement un des joueurs les plus titrés. C'est ça. Et ce qui est impressionnant avec tout ça, il est, comme je l'ai dit auparavant, il est facteur, donc tous les matins il se lève à 5h le matin, il va livrer le courrier, puis après il va à l'entraînement. Donc imaginez la longueur des journées, sachant qu'en My Sport League vous entraînez tard le soir. Donc respect, grand respect, et j'étais très content de pouvoir le coacher. Et puis là, quand j'ai lu ce matin l'article dans le Nouvelliste, et puis finalement on se rend pas compte finalement d'une carrière d'un joueur avec autant de titres, mais c'est vraiment tout simplement prodigieux ce qu'il a fait. Alors donnez-moi une info, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire le Nouvelliste aujourd'hui. Il annonce quelque chose pour la suite de sa carrière. Il arrête, je crois. Non, il réfléchit. Il réfléchit. En tout cas, il avait pas trop envie de retourner il réfléchit par rapport. Swiss League. Non, alors c'est pas ça. Il réfléchit selon les horaires des entraînements. Ça va aussi comment ils vont faire à Martigny, ça va aussi par rapport à son travail, ça va aussi décider. Mais l'article, je vous invite à le lire. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il est en 6 fois. C'est un petit gabarit, mais il y a les 6 maillots des promotions. Donc c'est vraiment fantastique. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais, c'est un joueur qui est juste exceptionnel en powerplay. Il a des habilités incroyables. Et autour du slot, c'est une peste. Il a des mains incroyables. Son idole à l'époque, c'était Pat Lefebvre. Et l'idole
de Romain Sédou, c'était Rémi Riemann. C'est une belle histoire, ils se retrouvent un peu dans la même équipe. Et quand on était au sport-études, je faisais venir Rémi Riemann comme démonstrateur et on avait Romain Sédou qui était joueur et qui s'identifiait à Rémi Riemann. Donc la boucle est bouclée. Et l'idole de Pat Lefebvre, c'était Romain Sédou. Bon. peut-être. Parce que s'ils le voyaient jouer, ils n'ont pas le même back-end. Non, bon, lui, là, c'est pas un back-end, c'est un forehand. C'est un faux back-end. Bon, donc si j'ai bien compris, l'avenir de Rémi Riemann, l'avenir sportif, dépend un petit peu de la Poste. J'en profite pour une petite pique. La Poste qui a, disons, laissé un petit peu de côté maintenant le confort de certains de ses employés au fil des années pour également oublier gentiment son rôle de service public un peu partout. Peut-être que ça va aller. Je ne pense pas que ça va alléger les horaires de Rémi Riemann, même si ça va plutôt dans ce sens-là. Mais du coup, s'il a des horaires allégés, c'est clair qu'il pourrait encore une fois faire une saison en Swiss League, mais visiblement, c'est pas comme ça que la Poste voit les choses. Voilà. Pourtant, la Poste est sponsor du Hockey Suisse. Mais petite pique au passage quand même, parce qu'il faut bien l'admettre qu'avoir ces bureaux disparaître les uns après les autres, à apprendre que le courrier augmente et puis qu'il arrivera moins vite, ça commence à nous irriter un tantinet. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais parfois, il faut savoir aussi avoir, comme on dit, une grande gueule et dire ce qu'on pense. Juste pour l'anecdote, il y a 2 jours, quand on est arrivé ici avec Laurent Perroton, pour vous dire à quel point il faut savoir aussi parfois fermer sa grande bouche, il voit un monsieur avec un bouquet de fleurs qui allait nous laisser une rose et qui allait nous laisser sa place pour qu'on puisse se parquer. Et Laurent, par la fenêtre, dit « Vive la mariée !» Le mec répond rien, mais il a le visage fermé et il nous dit « Je vais à un enterrement. » Voilà. Donc, avec le recul, c'est un petit peu drôle, mais sur le moment, je peux vous garantir que c'est vrai qu'on doit parfois aussi apprendre à fermer sa gueule. L'humour, c'est pas toujours facile. Bref, parenthèse refermée, c'était une petite anecdote qui me passait comme ça par la tête. Donc là, on était au casque d'or, au casque de plomb. Qui veut commencer ? Ouais, je peux commencer. L'officiel du HCA qui a littéralement pété les plombs en sortant son couteau suisse envers Daniel Carbis, capitaine du HCC, pénalisé pour 2 minutes après sa charge sur le top scorer Jonathan Hazen. Il a menacé le chiffonnier par 2 fois. L'importance de cette série ne doit pas rendre un officiel du HCA agressif et stupide. Et son club qui n'a vraiment pas besoin de cela en ce moment, avec ce qui se passe, c'est très compliqué. Et là, moi j'ai vraiment halluciné quand j'ai entendu cette histoire. Ça m'était confirmé au match samedi par des journalistes qui étaient présents. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue de faire des choses comme ça. Ok, l'importance du score, l'importance de cette série, avec les incidences que cela comporte, mais tu peux pas péter les plombs de la sorte quand tu as une veste avec un logo. Alors, moi, mon casque de plomb, c'est un casque de con qui revient à l'officiel du HCA Joie qui a brandi son couteau suisse. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Ça sort tellement du lot que. Mais c'est mal fait pour Ajoie. C'est vraiment mal fait pour le club parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. À ce moment-là, et puis, vraiment pas. Je pense que sur le fond, si c'est un officiel, c'est aussi quelqu'un qui doit aimer son club. Mais de péter les plombs comme ça, c'est vraiment dommage. Tu ne rends pas service. Et franchement, en plus, ça donne raison aux clubs qui ont mis une jauge à 160 personnes pour les blocs de supporters adverses. C'est vraiment dommage, franchement. Et puis, j'espère que cette personne est malheureuse aujourd'hui de son geste parce que c'est vraiment débile, quoi. Voilà. Bon, moi je vais rester dans le contexte du match d'Ajoie, mais là par contre j'avais parlé mon casque de plomb. Je sais pas en fait vraiment à qui le donner, si c'est au club, si c'est à Julien Vauclair, si c'est aux circonstances, etc. Mais enfin, ça rejoint surtout, et ça va me permettre de faire le lien avec les questions de nos auditeurs, puisqu'on a une question justement qui va un petit peu dans le sens de ma pensée. En tout cas, dans le contexte, j'attribue mon casque de plomb au contexte Ajoulot, mais je vais reprendre donc la question de cet auditeur pour ouvrir le débat, juste que je retrouve cette question, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. On sent qu'on arrive en fin de saison et qu'il y a quand même pas mal d'interrogations. C'est une question de Aline qui nous vient du canton de Neuchâtel, où elle demande carrément faut-il remplacer Vauclair. Et je dois vous avouer que c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit en regardant le match ce week-end, parce que rien contre Vauclair, j'ai même été le premier à encenser ce qu'il avait fait, mais là il faut faire quelque chose. Alors comme d'habitude, c'est le coach qui trinque, mais le problème c'est que j'ai pas le sentiment que Vauclair aujourd'hui est capable de secouer l'équipe. Alors voilà, donc la question d'Aline, faut-il remplacer Julien Vauclair ?
Alors, moi juste pour info, des choses que j'avais un peu de l'intérieur lors de la série promotion-relégation entre Langnau et Ajoie, c'est que si Langnau se retrouvait justement dans le tour avec la Swiss League, il a été fort possible que ça le change au niveau du coaching staff. Ouais. Ça, c'était des choses qui revenaient avec insistance. Alors, c'est toujours des rumeurs, hein, mais c'est ce qu'on entendait comme retour. Maintenant, on reviendra sur le développement du match Chaux-de-Fonds-Ajoie, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, qui a pris les décisions, qui a fait le recrutement, qui a fait les changements de coach et qui est coach aujourd'hui, c'est Julien Veuclair. Donc la pression elle est immense sur lui et aujourd'hui ça ne va pas. Mais il y a des explications. Ça ne va pas parce qu'on fera la comparaison des effectifs et surtout les blessés à l'heure actuelle. Pour moi, sur l'ensemble de l'équipe, Chaux-de-Fonds est supérieur intrinsèquement par rapport au mental, par rapport à cette saison qu'ils viennent de vivre et par rapport à Ajoie qui a une saison très difficile avec des gros blessés et vraiment une panne de confiance et puis mentalement vraiment au fond du bac. Vous avez entendu l'interview de Thierry à la fin du match. Il a parlé avec son cœur, mais c'était exactement ça. Mais ça, on développera un petit peu dans la suite de l'émission par rapport à cette série. Alors, en tout cas, la question c'est est-ce qu'il faut changer d'entraîneur ? Le problème, c'est que, ok, mais qui ? Alors, parce que le problème, c'est j'ai des réponses. On a déjà parlé. Attends, mais je développe un tout petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est que si on pose cette question, il faut savoir que le facteur temps il est hyper court, donc tu es obligé de mettre quelqu'un du sérail qui connaît les joueurs. Quelle est la personne qui potentiellement peut avoir de l'impact sur l'équipe ? Les assistants peut-être. Alors, mais justement, est-ce que les assistants ils sont suffisamment impactants ou bien ils sont effacés par rapport au coach ? On n'est pas dans le vestiaire et ça c'est assez dur de le dire. C'est clair que si on prend en expérience pure, c'est Zanata, le mec le plus expérimenté de l'équipe. Maintenant, est-ce que Zanata, il sent, parce que c'est le cas d'Empoisonné, c'est ce que je disais, maintenant t'envoies Pelletier, il va pas y aller. Hein. Il n'y a personne qui veut aller se faire couper la tête. Ou alors, on présente les choses comme étant, on a besoin d'un pompier, on sait que la situation, elle est défavorable à 90%, mais on tente le coup de poker. Monsieur Pelletier, pour citer Serge Pelletier, Monsieur Pelletier, on vous laisse l'équipe, faites ce que vous pouvez avec, mais si ça ne marche pas, on ne vous en voudra pas et ça ne fera pas une tâche dans votre carrière. Alors Pelletier ou un autre. Si, ça fera une tâche. Ça fera une tâche, exactement. Ça fera une tâche dans sa carrière. Ouais, et surtout, un gars comme Pelletier, si tu le fais venir, qu'est-ce qu'il va te demander la première fois ? Une année ou 2 ans de contrat. Exactement. Non, mais après, il y a Cyril Page qui avait dit un truc très intelligent. Le vrai gars qui est capable d'être pompier en Suisse, c'est Heinz Sellers. Il connaît le hockey suisse, c'est un gars qui a un système méga défensif. Après, est-ce qu'il aurait le temps de mettre quelque chose en place ? C'est très compliqué à dire. Alors moi je te réponds, le match 3 là, qui arrive, ouais. Il est décisif. Ouais, clairement. Il est vraiment décisif. Oui, à 3-0 pour la Chaux-de-Fonds. Non, il est vraiment décisif. Il est vraiment décisif. C'est jamais mort dans le hockey tant que c'est pas fini, mais il est vraiment décisif. Il y avait 2-0 contre Langnau. Hein, et puis, évidemment. Et puis là, c'est trop court. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment trop court. Je parle de quelqu'un du cercle. Non, mais encore une fois. Rajouter quelqu'un, peut-être. Là, je parle, je sais pas, je parle comme un supporter, comme un mauvais journaliste, un bon journaliste. Je n'en sais rien. Oui. Je parle vraiment comme quelqu'un qui voit la situation et qui dit, c'est surtout un problème je ne sais pas, de personnalité. Je sais que techniquement parlant, on le changera, on ne pourra rien changer. Maintenant, l'équipe elle est en place. Vous pouvez peut-être faire des choix. Vous avez encore 1 ou 2 choix à faire dans l'alignement ou sur un étranger. Voilà. Et encore, il ne faut pas qu'il y ait des blessés. Mais c'est simplement, là, il faut tenter quelque chose. Et tenter quelque chose, c'est pour ça que je dis, vous allez chercher n'importe quel entraîneur, ça ne restera pas comme un échec dans sa carrière, parce que mais il faut le présenter comme étant... Je suis pas d'accord, ça reste un échec. Ça reste un échec. L'énergie du désespoir. Mais même si tu n'es pas responsable, ça reste un échec. Mais par contre, ce que tu peux faire... Peut-être, et ça c'est Vauclair qui doit décider, amener quelqu'un qui peut t'amener des énergies positives ou qui est très fort dans la communication sur des courtes périodes, qui soit quelqu'un qui soit avec toi sur le banc. Ouais. Mais tu dois garder la direction du club. Moi je mettrais Zanata. Mais est-ce que Zanata qui est déjà là, il va changer quelque chose ? Non. Laurent, moi j'avais il a une manière de coacher qui est quand même très différente de Vauclair. Ouais, il a quand même sa carrière qui parle pour lui avec les équipes nationales. Oui, mais c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Le patron, c'est Vauclair, mais c'est là où Vauclair il doit avoir l'intelligence de dire je me retire.
Ouais, non, ça c'est peut-être vrai, mais après, c'est un désaveu. Ouais. C'est un non, désaveu. D'accord. Non, on n'est pas d'accord parce que peut-être que lui, il pense qu'il a des solutions et que s'il reste en place, il pense au club et il pense qu'il peut arriver à sortir l'équipe de cette mauvaise passe. Mais puis surtout, faut pas oublier que Vauclair, il a pas fait que des trucs mauvais. À un moment donné, la saison, il a aussi fait des trucs bien. Donc, dans ces moments-là, tu te raccroches aussi à ça. Mais en tout cas, par exemple, moi, je donne un exemple. Hein. Typiquement, je parlais de Serail, moi je dirais un truc Zanata avec un Leschon qui reviendrait parce qu'il connaît les gars comme assistant. Mais impossible. Mais vous êtes dingue. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Leschon, c'est pas quelqu'un qui était mal vu par les gars. Oui, mais c'est quelqu'un qui s'est fait licencier par le gars qui. Mais il bosse au club. Il est encore là. Oui, mais parce qu'il y a un contrat en cours. Mais autrement, il serait plus là. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr qu'un Leschon il ait moins d'impact qu'actuellement certains assistants sur le banc. C'est ça que je voulais dire. Après, de toute façon, il en a pas plus. Il a pas plus d'impact. En tout cas, peut-être que ça ramènerait un peu de fraîcheur dans le vestiaire parce qu'ils sont dans le nuage noir. Là, vous pouvez pas changer les choses parce que c'est très très bref les délais. Par contre, vous pouvez rajouter quelqu'un, pas du serrage justement, quelqu'un qui va avoir une autre façon de communiquer qu'on connaît pas et qui va peut-être mettre les joueurs en confiance. Quelqu'un qui va faire du travail individuel qui rentre dans la tête des joueurs. Moi, sur le principe, je suis d'accord. Alors, mais qui ? C'est ça le problème. C'est ça. Sur le principe, je suis absolument d'accord. Ça, c'est la problématique et c'est la responsabilité de Julien Vauclair. Mais changer maintenant, tu peux pas. C'est trop tard. Et chercher ton pote Larry Uras. Pas d'accord avec vous, mais enfin bref, voilà. Non, mais après, de toute façon, c'est comme ça. Tout le monde a des avis. Ça sera encore beaucoup trop tard quand il y aura 3-0 pour la Chaux-de-Fonds. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Oui, Laurent. il faut faire quelque chose maintenant, mais vous pouvez pas mettre un coach qui va arriver, qui va mettre un système en place en 2 jours. Ah, mais je te demande pas. Et j'ai rien contre Vauclair encore une fois. J'ai rien contre Vauclair. Et l'idée n'est pas de changer le système. L'idée est d'arriver avec une nouvelle dynamique, un discours différent. Un discours différent. Peut-être qu'un Zanata, pour prendre un Zanata coach sans avoir Vauclair sur le banc, ça peut être un discours très différent qu'un Zanata qui aujourd'hui est assistant. Moi, je mettrais pas Noumeline. Moi, je crois pas parce que Zanata en communication, je pense pas que c'est quelqu'un qui va changer les choses. Bon. Donc voilà. Moi, je pense que c'est plutôt une 4e personne qui viendrait. Qui est très fort dans la communication, qui viendrait donner un coup de main au club et aider Julien Vauclair, pas sportivement, mais sur le traitement individuel des joueurs pour mettre les joueurs dans le bon tempo. Mais on reviendra après sur les joueurs parce qu'il y a des choses à dire sur les joueurs. Et pour terminer sur une note un petit peu plus rigolote quand même, puisque vous parlez de quelqu'un de la communication, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je n'arrive plus à me rappeler du nom du coach et de l'époque exactement quand c'était arrivé, mais à l'époque, un entraîneur de l'équipe de Suisse avait été débarqué en plein match par le président de la fédération et il avait été remplacé à la bande par le chef de presse. Juste pour parler de communication. Je sais pas, c'était pas Glenn Hanlon qui était... Non, c'était bien avant. Enfin, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut parfois utiliser un discours différent pour sauver un petit peu la baraque. Bon, on reparlera de après, ça va être compliqué en vestiaire, franchement. Fou. Bon, ça c'était une première question. Vous en avez, vous, des questions ? Allons-y un peu en alternance. J'en ai quelques-unes. Allez, on s'accorde encore maximum 10 minutes pour les questions. Après, il restera une demi-heure d'émission. Ok. Quelles sont les nouvelles concernant la reconduction de contrat de Guillaume Maillard? Donc j'ai pris un petit peu des renseignements. Il y a des séances qui vont arriver ces prochains jours. On doit traiter les choses dans l'ordre. Et puis à ce moment-là, il y aura une décision qui sera prise du côté de Lausanne Hockey Club. Donc c'est quand même le Lausanne Hockey Club qui... Enfin, Maillard a envie de rester à Lausanne. Maillard a envie de rester à Lausanne. Voilà. Il y a des choses à régler sur l'ancien contrat. Et puis, évidemment, on veut une prolongation. Donc, c'est entre les mains du directeur sportif et du CEO. Et puis, il y a des entretiens qui vont avoir lieu. D'accord. Vous en avez, vous, des questions? Non, alors, bon, vous avez assez à faire à côté. Qui sur le bon à joie? C'est ma question. Il y a Eric de Genève qui nous demande... c'était Yves de Lausanne, pardon. Ouais. Alors, Eric de Genève qui dit « Peut-on vraiment juger la valeur d'un contingent en se basant sur un 4e bloc ?» On dit souvent que la valeur d'une équipe, c'est reflété par la qualité de son 4e bloc. Et c'est pas faux, regardez le 4e bloc à Zurich. Pour la longueur du banc, en fait. C'est la longueur du banc. Non, mais la qualité de l'effectif. La qualité en quantité, en qualité. Ouais. C'est ça. Regarde, l'exemple typique, c'est par exemple Zug avec un Souris qui est sur le 4e bloc. Qui est incroyable. Et puis l'exemple typique, c'est on peut mettre à Joie, par exemple, aujourd'hui, qui est sur le 4e bloc, Agressus, Hubert et Villamo. Si on compare le 4e bloc avec Zug, bah voilà, vous avez la profondeur. Ouais, exact. On y va avec une autre question. Ouais. Quand c'est une question de Patricia de Genève, elle en a 2. Quand Noah Rod va revenir au jeu,
On aimerait bien hier. Le plus tôt possible. Mardi. Alors, Mardi, il sera là. Mardi. C'est votre réponse. C'est ma réponse. C'est un pronostic ou bien c'est une affirmation? C'est une tendance que j'ai aussi entendue. Je dis mardi. Ouais. Bon, parce que c'est important. Hein. Ouais, très on a vu encore une fois son absence, on en parlera tout à l'heure. Et puis la deuxième question, est-ce que l'Initio Marc va honorer sa dernière année de contrat? Non, bien sûr. Je crois pas. Hein. Non, et puis c'est bien. C'est bien, il faut changer les choses. Il faut changer les choses et puis on aura vécu des belles années, mais là on arrive à un tournant. L'équipe est quand même vieillissante à Genève et je pense que c'est pas une mauvaise chose que si ça change à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Voilà. L'avis de nos deux techniciens. J'enchaîne avec c'est notre habitué Alain. D'ailleurs, Alain, lorsqu'on conviera Alain de Fribourg. Alain de Fribourg, lorsqu'on conviera un supporter ou un observateur un peu neutre ou pas. On a une concurrence avec Philippe Lefel. Attention. Exactement. Mais je pensais à Lefel on va les faire venir. Il faut venir un service d'ordre. Ouais, moi je connais Alain de Saint-Domingue. Il y a aussi lui, mais c'est plus compliqué de faire venir. C'est pas dans notre budget. Ouais. Bon, enfin voilà. Oui, c'est suite à une discussion, puis il me dit là comme ça, finalement, est-ce que jouer tous les jours, parce qu'on a du hockey tous les soirs maintenant, même ce matin en me levant, je me suis dit, va bien une soirée sans hockey. Puis non, en fait, non, il y a bien qui joue. Mais est-ce que finalement, ça ne diluer un peu tout ça, ça ne nuit pas forcément pas un peu à l'intérêt? Parce que la notion d'événement, elle est en train de disparaître gentiment. Non, mais tu peux voir qu'un match à la fois, ça c'est cool. Oui, alors ça c'est bien pour les télés et tout, mais finalement, 2 audiences moyennes, est-ce que c'est pas mieux qu'une énorme soirée bien relayée? Moi, je préfère cette formule. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet de suivre les matchs, d'avoir tous les jours du hockey. C'est les playoffs. On est en playoffs, on est tous les jours. C'est à moi de l'année. Ça dure pas trop longtemps, mais moi, je trouve ça vraiment mieux. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ouais, puis surtout, moi ce que je trouve bien, c'est qu'à partir du 5e match, ils sont ensemble. Ouais, c'est ça, ça revient à la normalité sur les matchs capitaux. Mais c'est pas con, moi je trouve. Moi j'aime bien cette formule. Ouais. Voilà. D'autres l'aiment moins parce que ça les oblige à faire des concessions et sportives et familiales. Il y a des choix à faire parfois. Après, ça dure qu'un mois. On fait des concessions, surtout au niveau familial, mais du coup, mon épouse, par exemple, elle va se coucher plus tôt. Pas plus mal. Bon. Vous en avez encore une, mais j'en ai une dernière. Non, allez-y. Alors, c'est pour revenir sur les juniors. En fait, c'est Marc de Saint-Maurice qui nous dit pourquoi ne pas intégrer les U20 à la Mayoka League. Ça permettrait de confronter les joueurs à des adultes, déjà. Mais ça, c'est déjà fait avec la Ligue B dans le temps. Hein. En fait, il se réfère à ce qui se passe en football avec les M20. Puis il y avait en Swiss League, il y avait l'équipe nationale U20 qui jouait dans la Swiss League. Moi, j'avais bien aimé cette formule. Ouais. Mais ça vient des pays scandinaves. Ouais, ça vient des pays scandinaves, mais c'est un peu... En fait, il y a tellement de problèmes politiques à l'intérieur des ligues. Vous savez que la Mayoka League et la Swiss League, ils s'entendent pas très bien. Ça a été un peu une ligne concurrente finalement. Donc, c'est très compliqué. C'est plus politique qu'autre chose. Et par contre, c'est vrai qu'il faudrait trouver une solution. Sur un plan technique. Sur un plan technique, il faudrait trouver une solution pour que les juniors Elite A, anciennement maintenant. Elite A. Ayant MHL. Ouais, il faudrait qu'il y en ait une majorité qui joue parce que c'est ce qui se passe dans les pays scandinaves, c'est que les 16, 17 ans, 18 ans, ils jouent déjà en 3e division, voire en 2e, et puis les meilleurs en première. Donc il faut déjà jouer avec des adultes en conservant les matchs du dimanche. C'est ce que Marc Gauchi nous a raconté, qu'il a vécu d'ailleurs. Ouais. Mais le truc aussi, c'est qu'il y a eu des soucis parce qu'à l'époque, c'était de la Ligue B et les clubs jouaient pas tous le jeu. Des fois, ils envoyaient les joueurs, des fois, ils n'envoyaient pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça a aussi faussé le championnat au niveau des résultats. Alors, c'était en Ligue B. C'était en Ligue B. Ouais. Et puis, juste pour info, cette année, ils ont fait ça pour la première fois avec le basket en Suisse, en Ligue B. Et ils ont mis l'équipe de Suisse et la grande surprise générale, ils sont qualifiés pour les playoffs. Donc c'était juste pour dire que c'est pas nouveau ce concept, mais après il faut que ça soit bien réglementé. Et puis il faut vraiment que les clubs jouent le jeu pour pas que ça fausse le résultat. Ouais. Pour ceux qui ne suivent pas du tout le hockey junior en Suisse, la valeur d'une équipe U20 par rapport à notre hiérarchie, vous la situez entre la Swiss League et la Mayoka League ou les meilleurs clubs ont quand même leur place en 2e division? Bas de tableau de Mayoka League. Bas de tableau de 3e division. Parce qu'en Mayoka, il y a des joueurs d'expérience. On les joue en début de saison alors qu'ils avaient beaucoup plus de préparation, puis on leur mettait des toises. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important que les meilleurs joueurs jouent avec des adultes. Encore une question ? Une dernière, une question pour Monsieur Ducarreau. Vous avez évoqué lors de votre émission, le premier bloc, un futur entretien avec le président Monsieur Depreux et le directeur sportif John Foust. Laurent de Divonne-les-Bains.
Laurent P. de Divonne Lévin. Donc vous voulez savoir quand ils viennent. Eh ben, je vous le dirai dès que je le sais. On a contacté immédiatement le club, notamment notre amie Thérèse Courvoisier qui travaille bien. Il voulait savoir déjà si je voulais les rencontrer ensemble ou pas. On m'a pas demandé les questions à l'avance, mais c'est vrai que depuis qu'on m'a demandé quel genre d'entretien, si on serait seul ou pas, depuis qu'on m'a demandé quel genre d'entretien ce serait, puis je dis simplement rien de spécial. Pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Peut-être que maintenant, en écoutant cette émission, Lausanne bougera un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Autrement, vous envoyez un email du Nord Vaudois. Ouais. Ça devrait bien se passer. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'on espère toujours reparler du LHC avant la fin de cette saison avec deux des principaux protagonistes de cette saison 2022-2023. Parler du bilan. Oui. C'est bon, vous avez fini de taquiner là? Ouais, bon, alors je rappelle que nous sommes au Bike & Coffee, le tête de course. Nous sommes à Nyon, à l'avenue Violier. C'est notre stam pour cette émission 3 fois par semaine que vous pouvez écouter pour la première fois à 18h et puis ensuite en rediffusion 20h, 22h, parfois le lendemain, tout dépend s'il y a du hockey ou pas le soir même. Et puis évidemment sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. Voilà, on va maintenant entamer la deuxième partie de cette émission. Ça fait exactement 30 minutes qu'on est en votre compagnie. Il nous reste donc une demi-émission, messieurs, pour parler des 3 séries qui nous intéressent. Vous voulez commencer par le haut ou par le bas? On commence par le bas. Par le bas. Alors, puisqu'on a déjà évoqué... Parce qu'il monte. Alors, par le bas, et ce qui va peut-être monter d'ailleurs. Alors, d'un côté ou d'un autre, ça va monter. Ajoie Chaux-de-Fonds. Ouais. Yes. Allons-y. Ligue Qualification. Qualification League. Ouais. Liga Qualification. Il faudra une fois l'apprendre quand même. Liga Qualification. Ok. Déjà, le premier match, on rappelle, à Chaux-de-Fonds a été gagné 3-2 à Ajoie. Et le deuxième match, 4-1, qui s'est déroulé ce week-end. Simplement, moi, j'avais des choses à dire par rapport à la question du début d'émission. Déjà, en parlant des étrangers et... moi, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème en Suisse, notamment au niveau des médias, la façon dont on traite selon les étrangers et selon les équipes. On nous a reproché d'être dur avec certaines équipes. On est dur par rapport aux performances. On est dur par rapport à l'extra-sportif. Mais si l'équipe elle performe, on fait notre mea culpa et puis on le dit. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, lorsque j'ai lu la presse écrite, écouté un petit peu les podcasts, écouté les émissions de télévision et de radio, ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que Chaux-de-Fonds, ils sont embêtants là. On a l'impression que Ajoie, les pauvres, ils sont malades, ils sont blessés, ils ont bobo. Donc on relève plus les problèmes d'Ajoie que les qualités de la Chaux-de-Fonds, c'est ça que vous voulez dire. Et puis l'interview de Denis Vaucher, moi, je suis à Chaux-de-Fonds, je le prends moyennement, quoi. Il explique évidemment qu'il y a des choses qui sont très graves en cas de descente. On en a parlé sur les Mans Bleus, mais on le connaît, ce système. Et heureusement qu'il y a ce système, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait depuis mi-mars là, s'il n'y a pas ce système? Donc c'est ça qui donne aussi la beauté. Et puis tout le monde regarde ces matchs, même si vous n'êtes pas supporter des deux équipes, parce que c'est intéressant. Maintenant, pour venir un petit peu à ce que j'ai dit auparavant, lorsque on parle des étrangers d'Ajoie, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et lorsque vous regardez le goal vainqueur, pour moi le goal décisif, c'est le goal en box-play d'Olden. Brennan, Bakos et De Vos qui sont autour de ça, c'est un manque de conviction aussi. Ensuite, lorsqu'on parle de Brennan, on m'a beaucoup attaqué sur le fait que j'étais dur avec lui. Mais ce gars-là, il a signé 2 ans encore. Moi, je pense que objectivement, quand vous regardez la jugulaire de ce joueur-là en début de saison aujourd'hui, je pense qu'il a pris 8 kilos. Je pense qu'il a pris 8 kilos. On ne pourra pas le prouver, hein. Mais là, c'est de la folie. Outre la fatigue et la surutilisation, il n'est pas en forme. Et on l'a re-signé 2 ans. Et là, c'est Julien Vauclair le responsable. Ensuite, on parle de Vos. Je vais le défendre un peu. Je l'ai beaucoup attaqué. Il a une hernie discale. Il joue sous piqûre et ça, c'est une grande qualité qu'il a. Il avait eu des propos malheureux sur les commotions, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'était un dur. C'était un dur et que c'était un dur et à l'ancienne et ça, j'apprécie. Mais voilà, on a perdu Hazen.
Asselin qui est revenu au jeu, il est malade, bronchite. Oui, bon, comme tout le monde lors des séries. Hein. Moi, je préfère avoir une bronchite qu'un doigt cassé. Hein. Donc voilà. Et si on compare un petit peu sur le scoring, sur les deux rencontres, Holden c'est 2 points, Beckstone c'est 2 points, Wilkins c'est 1 point. De l'autre côté, on est avec des scorings avec Bakos, une assistance au niveau des étrangers. Donc après on a quelques joueurs sur l'ensemble de la série. Je me suis mal exprimé, j'ai juste parlé sur le match, mais sur l'ensemble de la série, ça fait Holden 4 points, Anderson 3 points, Beckstone 2 points, Schwery 2 points, Wilkins 2 points. De l'autre côté, on a Rouillé à 2 points qui a fait un seul match, qui est le top scorer. Donc là, il y a un vrai problème. Hazen 1 point qui est plus là, De Ronks 1 point, Frossard 1 point, De Vos 1 point, Kohler 1 point, Thierry 1 point. Donc évidemment que c'est un problème. Maintenant, pour défendre un petit peu Ajoie, au niveau des blessés, on a quand même Hazen, Gauthier, qui est le meilleur centre. Non, mais c'est le plus embêtant peut-être. Non, mais Hazen et Gauthier. Pour moi, c'est les deux joueurs que tu as besoin absolument. Gauthier Leduc, depuis cette histoire de commotion de Spengler Club, et là on l'a moins vu. Ça a créé la discorde dans le vestiaire aussi. Schmutz blessé, qui est le meilleur joueur suisse, qui était aligné avec les étrangers. Puis Arnold, on ne sait pas, mais qui n'était pas dans le line-up. Donc voilà, mais n'empêche que aujourd'hui on a eu 2 ans pour préparer ce qui se passe là, et en fait l'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas préparé. Outre les blessés, on savait qu'on allait être à 4 étrangers. Là, lorsque je regarde le line-up du dernier match, deuxième ligne, c'est Boson, Romaninghi, Maka. Maka, qui est un joueur d'énergie, qui n'avait pas joué pendant plusieurs matchs pendant la série contre Langnau, qui se retrouve deuxième bloc. Est-ce qu'on a vraiment préparé les choses ? Est-ce qu'on a vraiment préparé les choses pour jouer contre Chaux-de-Fonds ? Moi, vraiment l'impression que j'ai, et les gens qui nous écoutent, qui sont supporters de l'Ajoie, n'aiment pas nos propos, mais vraiment l'impression que j'ai, c'est que on était sûr de ne pas se retrouver là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que quand on s'est retrouvé contre Langnau, on s'est dit ça va passer, ou peu importe contre qui, on va arriver à passer, comme en toute la saison on a fait des résultats par moment. On va passer, puis finalement ça passe pas, et là c'est la galère. Donc après on compare un petit peu les gardiens. Wolf 87,50. Je vais dire tous les mêmes trucs. Non mais Oslo, tu peux rajouter. Oslo 96,67 sur le match. 96,67. Donc il a fait des gros arrêts. Après 10% de différence. Non mais surtout il y en a un qui a 30 shoots et l'autre qui en a 24. Donc déjà c'est une plus grosse moyenne avec plus de shoots. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'efficacité du côté d'Ajoie et puis les gardiens sont plus en confiance. C'est ça, mais ce que dit Christian, c'est que la différence des shoots et la position des shoots n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on défend beaucoup mieux du côté de Chaux-de-Fonds et on laisse les shoots extérieurs. Mais Chaux-de-Fonds, on a parlé pour une équipe de Swiss League. C'est là où je veux y venir. Pour une équipe de Swiss League, on a parlé souvent en National League entre 8 et 9. Scoring et efficacité, c'est bien. 12,73, pratiquement 13%. Ouais, c'est excellent. Powerplay, 28,57. C'est incroyable. 100% en box-play. Et au face-off, c'est là où ils sont dominants, ils sont à 47%. Donc voilà, on voit pas comment Ajoie peut s'en sortir. Et puis, on disait la même chose contre Langnau. Puis, ils sont revenus à 2-2 et ça s'est joué sur des détails sur le match 3 et 4. Donc, ils ont du caractère. Ouais. L'interview de Thierry, c'est un bon signe. Il y a une énorme différence. C'est un bon signe. Vous avez un Chaux-de-Fonds qui est sans doute l'équipe la plus en confiance qu'on ait vue de toutes les formations de Ligue nationale cette saison. Quoi. Bien sûr, et le match 3 va être à la maison. Le public va devoir pousser absolument et puis trouver les solutions. Mais moi, là où je veux finir, c'est que HR, Scoring Efficacity, 5,36. Donc c'est très faible. Powerplay, très faible. Powerplay, 0. Ouais. Voilà. Si en powerplay et sur les shoots que tu as, t'es pas un peu plus efficace avec l'artillerie lourde qu'a Chaux-de-Fonds, parce que le premier bloc c'est vraiment très très bon, c'est très grand, ça patine. Et après ils ont dilué les étrangers sur le deuxième et troisième bloc, plus les bons joueurs suisses. Voilà, et puis au niveau du temps de jeu, c'est assez équilibré. C'est-à-dire que son top 4 de défense, ils sont entre 19 et 20. Mais là, il a changé un petit peu. Entre 19 et 20 minutes. Mais où c'est mal équilibré, justement, c'est qu'il utilise beaucoup trop Brennan qui n'est pas en shape. Ouais. Et c'est ça le problème. Et moi, pour résumer tout ce que tu viens de dire, en fait, Ajoie a perdu la bataille des étrangers et la bataille des gardiens.
donc ce qui est juste prépondérant. Tous les étrangers de Chaux-de-Fonds ont marqué presque sur les 2 matchs et pas ceux d'Ajoie. Ensuite, si tu regardes, ils ont chaque fois pris le premier goal et ils prennent les 2 matchs, ils prennent un goal en box-play. Donc c'est juste impossible de gagner comme ça. Impossible. C'est juste impossible. En gros, c'est tout ce qu'il faut pour te foutre le moral en bas. Puis c'est ce qui se passe, parce qu'en plus, il y a la manière de perdre. Si tu perds, et en plus, c'est pour ça que les statistiques, des fois, ils shootent plus, mais ils shootent pas forcément plus efficace. Et puis quand tu shootes beaucoup et que tu marques pas, ton moral, il tombe en bas. Puis de l'autre côté, tu te fais punir, ils marquent plus en shootant moins. Et puis par exemple, moi j'ai fait une autre statistique un peu différente. Un gars comme Colin Fontana qui est revenu au jeu, qui avait une grosse suspension, il fait 2 mètres, le gars c'est une tour. Il a un 10-44 de temps de jeu, mais il a 40 secondes en pipi et 49 secondes en piqué. Ce que je veux dire par là, c'est que gestion très intelligente de la part de Louis Mat. Il joue avec 7 et 13, ouais. Ouais, et puis surtout, mais il utilise les gars pour ce qu'il fait. Ça. Un gars comme lui, 2 mètres, tu le fous devant le goal. Franchement, pour le gardien, c'est pas facile. Et puis je dirais encore une autre chose, par rapport au gardien, ce qu'il n'y a pas eu du côté de Châtellon et qu'il y a du côté d'Ajoie, c'est qu'il y a eu des changements de gardien. Ça veut dire que tu te cherches, ça veut dire que tu sais pas quel est le bon choix. Östlund, ils n'ont pas de soucis, ils savent que c'est lui, c'est encore plus facile à gérer. Mais ce que je veux simplement dire, je parlais de l'exemple de Colin Fontana, mais c'est vrai que le temps de jeu il est hyper bien dissous. Et moi je pense que ça me fait beaucoup penser à Bienne. Tous les joueurs, ils sont un peu maillons, tu les mets à n'importe quel moment, quand tout est en confiance. Alors je pense que c'est ça le plus dur pour Ajoie, c'est qu'en face ils ont vraiment beaucoup de confiance. Et puis alors après, t'as raison Laurent, mais moi un gars comme Asselin, là, ouais. C'est bien beau d'avoir le maillot de top scorer tout l'hiver, mais c'est money time, c'est maintenant. Ouais. Et là, je pense que... Si on compare le 4e bloc, on a beaucoup parlé des 4e blocs, le 4e bloc de Chaux-de-Fonds, c'est Carbis, Privet et Kai Suter. Carbis, c'est incroyable. Et puis l'autre, c'est Villamo, Carissus et Hubert. Ouais, c'est plus fort, c'est juste. Voilà, je vous donne déjà une partie de la réponse offensivement. Ouais, puis je regarde, par exemple, si on prend même dans les rôles, un Huguenin, il joue 19-41, 4-47 en pipi, 9 secondes en piqué. Et de l'autre côté, Inalbum a quasiment le même temps de jeu, mais lui, c'est l'inverse. Il joue vraiment les situations défensives. Ça veut dire qu'il a un leader pour chaque position, qu'il utilise très bien. Et puis même Ackermann, en attaque, c'est 17-18, c'est pas beaucoup, c'est bien géré, c'est intelligent. Et t'as vu ces 4 centres, sa ligne de centre, Ackermann, Wilkins, Topping, donc les étrangers privés. Ouais, puis tous des beaux gabarits. Et de l'autre côté, c'est De Vos, Romaninghi, Frossard et Garicius. Ouais. En fait, j'ai envie de dire, du côté d'Ajoie, le seul qui livre un peu la chose, c'est Frossard. Il joue bien, et c'est mal fait pour lui parce que j'ai envie de dire, justement, typiquement le clubiste, le gars. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur pour Ajoie et puis en même temps, je suis content pour Chaux-de-Fonds. Franchement, on dit toujours vive le hockey roman, mais là, on pourrait dire vive le hockey de l'arc jurassien. Mais au final, je pense que ça va être très compliqué de dormir en ce moment du côté d'Ajoie au niveau du coaching staff. Pour refermer ce chapitre sur cette série, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage du hockey quand Thomas Thierry dit ça commence à brasser dans le vestiaire ? C'est qu'ils s'engueulent entre eux parce qu'ils veulent tous bien faire, mais dans le fond, que tu t'engueules quand ça va pas comme tu veux, c'est normal au bout d'un moment. Non, mais c'est surtout qu'il y en a qui se lèvent et qui prennent la parole. Ouais, et ça peut faire du bien. Ouais, c'est ça. Maintenant, je l'ai vécu en tant que joueur. Il y en a plein qui se sont levés puis qui n'ont pas inspiré après. C'est les actes. Ouais, Blablabla, c'est bien beau, mais ça dépend qui se lève. C'est un bon check. Et puis, quand tu te lèves, il faut être irréprochable sur ta façon de travailler et ta façon de jouer. Et aujourd'hui, les leaders, entre guillemets, étrangers, ils peuvent pas trop se lever là. Donc, du coup, parce que le 2-1... Je pense qu'ils se lèvent pas assez, surtout. Moi, je suis sur le banc. Je suis joueur suisse, je joue pas beaucoup. Capitaine Howard. Non, mais je joue pas beaucoup, mais le 2-1, non, mais le 2-1 qui se passe. Comment ça se passe, le goal? Non, non. C'est pour ça que les critiques, elles doivent être constructives. Il faut faire attention. Si tu commences à t'accuser, c'est pire. Après, voilà, c'est. L'unité fera, et c'est là-dessus qu'ils doivent réfléchir. C'est-à-dire qu'au niveau du coaching staff... justement, il n'y a plus de réflexion maintenant, c'est trop tard. Non, mais si, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit vraiment un groupe soudé. Changer le discours. Voilà. Ça va être que du mental, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que s'ils ont réussi à revenir de 2 en arrière contre Langnau, ils sont capables de le faire. Et puis ils sont capables de le faire. Exact. Oui, mais c'est là-dessus qu'un coach s'appuie. Oui, c'est là-dessus qu'il doit s'appuyer. Et puis, mais j'espère que le problème avec ces 2 premières défaites, c'est que ça va durer encore.
Et ça va durer encore les bobos Moi, je suis pas d'accord sur une chose encore une fois. Vous ne pouvez pas comparer la série entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie avec la série entre Langnau et Ajoie parce qu'il y avait encore un droit d'erreur en jouant contre Langnau. Là, vous ne l'avez plus. Ouais, mais et vous êtes mené 2-0. Si vous êtes mené 3-0 après la troisième manche dans ce qui est une finale de promotion-relégation, à 3-0, vous êtes quasi mort. Ouais, mais côté coach, tu peux pas parler comme tu dis ça maintenant, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez gagner ensuite 4 fois de suite contre ce La Chaux-de-Fonds là? Je ne pense pas. Même si tout est possible dans le question là, je sais. Mais le discours dans un vestiaire, les gars, on l'a fait. Tu te raccroches aux branches. Exact. Tu te raccroches aux branches et tu trouves les casse. Mais tu peux pas parler comme ça dans un vestiaire, Philippe. Non, mais parce que là, tu les envoies au cimetière direct. C'est pour ça que je dis que maintenant, eh bien, il faut un nouveau discours. Même si c'est un gars qui est déjà dans l'entourage du club, mais un nouveau discours. Encore une fois, rien contre Julien, mais là, il y a urgence. C'est état d'alerte. C'est gyrophare partout. Non, mais c'est état d'alerte parce qu'il y a des. Il y a 3-0. Il y a des emplois qui sont en péril. Ah non, mais c'est ce que voulait aussi dire Thierry. Les gars, ils commencent à se dire je vais jouer où l'année prochaine? En Mayoka League? À quel prix? Non, mais c'est ça. À Chaux-de-Fonds. Ouais, mais c'est clair. Il y a des gars qui vont finir là-bas. Il va y avoir des échanges de joueurs, ça c'est sûr. Bon, voilà. Ça c'était pour cette série. Bonne chance à tout le monde. Qui c'est sans doute aujourd'hui la série qui nous donne le plus de grains à moudre. De désaccords. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des accords sur Genève ou sur Bienne? Par quoi? Moi, je pense pas. Vas-y, commence. Allez, on va commencer, Christian. Commence par. Bienne, vous adorez Bienne. J'aime Bienne, j'aime Genève. Moi, je suis roman. Oui, bon. Alors bon, moi déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la chatte à Stoney. Non, mais Deschamps, il a la chatte, mais Stoney aussi. Après, c'est pas du hasard, mais c'est juste pour dire. Moi, j'ai adoré. Ouais, je préfère Stoney quand il parle que Deschamps. Mais... Ouais, même pas si c'était français. Yeah. Non, mais après, ce que je vais simplement dire, c'est que Stoney, à la fin du match et pendant le match, il y avait des sourires, il était concentré et tout. Et en fait, ce qui se passe à Bienne, c'est forcément génial. Après, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que, exactement comme pour l'autre série, tu peux pas gagner une série avec un gardien qui a 81-25%. Et puis, heureusement pour Bienne, ils ont rapidement marqué un goal. Et je pense que... Alors, il y a aussi une question qui se pose, parce que Roubec a été tellement exceptionnel qu'il nous fait une Koskinen. Forcément, à force de 3 matchs stratosphériques, il y a un moment donné où... Je suis pas d'accord avec toi, là. Mais ce que je veux dire, je parle en statistique pure, il a 81. En statistique pure, mais oui. Parce que les shoots qu'il prend, il peut vraiment rien faire. Non, mais je suis d'accord. Mais je dis simplement que sur le premier match, et sur souvent les matchs d'avant, il était à 90 et quelques, et là, il a 8. Donc ça veut dire que, je dis pas qu'en soi, il a forcément tort, mais après, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il a 16 shoots, et puis de l'autre côté, il y en a 28. Ah non, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que Zurich a fait un gros match, mais Van Poltenberg a livré la marchandise. Mais ils ont été chirurgicaux. Ouais, exact. C'est-à-dire que c'était tous les tu regardes les 4 goals, c'est juste magnifique, quoi. Juste magnifique. Alors, ce que je veux aussi préciser, c'est que le pipi d'un côté, il a marché, ce qui n'est pas le cas de Zurich toujours. Kessler qui en play-off est en train de faire des play-offs juste remarquables, de nouveau il est en forme au bon moment et c'est pas forcément lui que t'attendais le premier, mais voilà, il fait des super play-offs. Künzle à Zurich, qui marque à Zurich, quand t'as pas pu jouer à Zurich, j'ose pas imaginer comme ça doit être bien dans sa tête. Et puis voilà, je l'ai dit et je le redis, panne de powerplay du côté de Zurich. Et est-ce que, alors on est toujours plus intelligent avant, je suis d'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, un Ludo Weber, peut-être pas sur ce match-là, parce qu'effectivement, tu t'es censé gagner ta glace, en tout cas la maintenir. Alors je comprends le choix de Roubec. Après, comme j'ai dit, on est plus intelligent après qu'avant. Mais effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans la gestion des gardiens du côté de Bienne, t'as tout juste quand tu gagnes, mais force est de constater que je ne sais pas si Sateri était blessé ou ils l'ont reposé, mais en tout cas dans les deux cas c'était planifié. Voilà, alors c'est ça que je veux dire. Je reviens sur ce que je dis au début avec Bienne. Ils sont dans une planification d'une équipe qui va gagner le titre, qui fait tout juste. En tout cas, pour l'instant, ça continue. Une fois de plus, quand tu gagnes, tu as raison, ça c'est sûr. Mais si on peut regarder en termes d'utilisation, voilà quoi, c'est de nouveau, c'est super bien géré. Rayala qui a 19,04, 4 minutes 05 en piqué, ça veut dire que en 2 matchs, il a fait 10 minutes de piqué et 0 goal. Alors, il y a une phrase qui dit quand tu n'arrives pas à gagner, refuse de perdre.
Alors on pourrait dire pour lui, c'est quand tu n'arrives pas à marquer, il refuse de ressortir des goals. Mais c'est incroyable. Parce que Rayala, c'est un joueur offensif, il n'est pas spécialement reconnu pour son jeu défensif. Il le fait, bien sûr, il l'a toujours fait, mais là, il est juste exceptionnel en situation défensive et c'est contre Zurich en play-off. Laurent. Pour répondre sur l'efficacité, évidemment que c'est lié aux deux gardiens de Bienne et au système défensif. Ils ont très très peu de situations favorables, Zurich, et quand ils en ont, il y a un gros arrêt soit de Sattery soit de Van Pottelberg. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que c'est planifié de faire jouer Van Pottelberg à l'extérieur avec le Sheehan sur le 4e bloc pour mettre un petit peu plus de poids face à Zurich, parce qu'on sait très bien que le match 2, lorsque tu as perdu le match 1 à Zurich, ils vont jouer un peu plus dur. Après, sur l'ensemble du match, Zurich a beaucoup reculé. Et puis surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la ligne Künzle, Ishii, Kunti. Ouais. Mais ils étaient au-dessus du lot. Mais ce qui est fou, c'est qu'après le match, tu te dis oui, ils sont au-dessus du lot, ils marquent des goals importants, c'est magnifique. Et tu vas voir l'entente de jeu et là tu tombes par terre. Künzle, c'est 13 minutes, Ishii, c'est 12,44 et Kunti, c'est 13,01. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant comme ils. Donc chaque fois qu'ils sont sur la glace, en gros, le danger est là. Ouais, mais c'est peut-être pas par hasard. Je m'explique. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis combien de temps le temps de jeu est dilué à Bienne ? Depuis la préparation. Et sur la durée, et moi, dans ma réflexion, il y a deux choses qui me marquent à Bienne. La première, c'est comment a été construite cette équipe sur plusieurs années. Je parle du coaching staff et puis des joueurs et puis de la direction sportive. Et puis comment on gère l'équipe au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui est absent, il y a pas mal de blessés. On a des joueurs qui sont fragiles. À chaque fois, le joueur qui le remplace, il vient sur le line-up et on garde les mêmes duos. Donc pour moi, c'est pas par hasard ce qui se passe. Et puis c'est un vrai plaisir de voir l'intelligence avec le puck et dans les options tactiques. On parle des défenseurs. J'ai beaucoup parlé de Love ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en off, ouais, je trouve que tu es dithyrambique avec ce joueur. Excusez-moi, il est tellement important dans une équipe. Yakovenko, c'est 14 minutes de jeu. Il a crevé l'écran encore. Deux gros matchs là. Deux énormes matchs. Et mon petit Noah Delémont, qui joue comme 7e défenseur et qui se retrouve 2e buteur de l'équipe avec 2 points, 1 point par match, tranquille. Et puis des goals très très importants, notamment le goal le shoot de Yakovenko, et puis c'est Delémont qui a la passe, puis c'est la déviation de Salinen. C'est le premier match. Ouais, sur le deuxième match. Sur le deuxième match et sur le premier match, c'est lui qui amène la deuxième passe, le goal vainqueur, la passe encore à Yakovenko. C'est la passe de Haas et sur le shoot de Yakovenko. Ouais. Donc, non, et vraiment. Je peux juste vous poser une petite question qui me traverse l'esprit comme ça. J'ai pas vu le match de Bienne cette fois-ci. Froidevaux, il est où ? Il n'était pas dans l'alignement ? Il était annoncé blessé. Annoncé blessé. Il est dans une position de fin de carrière là. Non, mais il joue très bien. Il joue très bien. Le premier match, il a très bien joué. Non, mais à mon avis, il était soit malade, soit blessé, mais annoncé blessé sur le line-up. Et c'est pour ça qu'on a mis Riley Sheehan, mais c'était planifié que Van Pottelberg allait jouer. Donc on sait que Froidevaux, il peut jouer à l'aile. Le premier à sauter. Non, il l'aurait mis à l'aile. Il avait 15 minutes le match avant. Si Sheehan joue. Ah non, mais Sheehan, il va pas jouer ça. Non, c'est les plus jeunes qui. Là, Sheehan, il joue quand Van Pottelberg joue. Okay. Exactement. Et puis après, pour revenir un petit peu à Zurich, j'avais déjà parlé à ce micro, le problème de powerplay, là, évidemment, ils sont à 0, ils n'ont pas marqué un goal, donc efficacité scoring, évidemment, la même chose. Ils sont un poil meilleurs en face-off, ils ont 1% de plus. Mais par contre, les temps de jeu, c'est 26-37 pour Lettonen. Ouais, c'était peut-être ça le problème. Andrighetto, 22 minutes. Et puis surtout les leaders. Lettonen, Andrighetto, Texier, Lamico, Kukan. Lamico, pardon, parce que Kukan, il a 20-07. Mais les 4 premiers, Lettonen, Andrighetto, Texier, Lamico. Plus minus, moins 2 sur ce match. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est un peu le système NHL où on tire énormément sur 4 défenseurs. Je suis d'accord, absolument. Et puis sur les joueurs NHL. Et en piqué, au pipi, 5-31, Lettonen, il joue beaucoup. C'est ça, et peut-être que ça va jouer aussi sur la fraîcheur. Ouais. Sur la fraîcheur, et là, en plus, avec la Baraka, cette année, bien depuis le début de saison, il y a des saisons comme ça, où tout marche. Attention, mais
on se rappelle, comme on va revenir avec Ajoie, on se rappelle, il gagnait 2-0 contre Berne et puis c'est revenu dans la série. Donc peut-être que là, le match 3 va être très très important aussi. Moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'on n'a pas vu le vrai Zurich en play-off. Mais est-ce que c'est parce que Zurich arrive pas contre Davos. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, je parle dans cette série. On n'a pas vu le Zurich de play-off. Mais par contre, je pense que c'est en grande partie dû à Bienne. Ouais, c'est ça. Ils ont pas super bien. Ils n'ont pas le puck. Regarde Texier, pas le puck. Regarde, tu as un Texier qu'on a vu à Genève qui était déjà en mode play-off. Là, on a l'impression qu'il s'est éteint, quoi. Mais c'est pas le hasard, je pense. C'est vraiment pas le hasard. Parce que Dieu sait si de la qualité dans cette équipe, il y en a. Mais là, ils font vraiment face à un gros bloc équipe. Et ils sont bons devant, ils sont bons au milieu, ils sont bons derrière et ils sont bons au goal. Donc, c'est vraiment compliqué. 4-0. Hein. Donc les feux sont au vert pour le HC Bienne. Situation un petit peu plus compliquée quand même à Genève. Ouais, plus compliqué. On est toujours dans la même problématique pour moi. C'est-à-dire que le premier match, ils gagnent, ils jouent un tiers. Le deuxième match, ils perdent, ils jouent 2 tiers. Et quand tu vas jouer à Zug, tu dois jouer 3 tiers. Ensuite, Leonardo Giannoni, on en parle ou pas? 97% d'arrêt, l'arrêt qu'il fait se remarque sur la passe de Phil Poula. Et à quel moment? Et à quel moment ouais. Voilà, ça c'est des joueurs de classe mondiale, c'est machine à play-off. Mais hier, ils doivent quand même faire quelque chose. Alors, moi, le point positif, c'est que j'attendais ce match-là avec impatience pour voir comment ils allaient pouvoir rivaliser à Zug, Genève à Zug. Et finalement, ils peuvent rivaliser et même gagner. C'est juste qu'ils doivent jouer 60 minutes en étant constants et puis les petites erreurs individuelles éviter. L'erreur de Vatanen, elle coûte cher. Elle coûte cher à l'équipe. Beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup de pucks un peu perdus bêtement. Des deux côtés. Déjà le premier match, au premier tiers, il y avait beaucoup de turnovers, des passes soutien entre les deux cercles. Ça donnait des turnovers pour l'équipe adverse des deux côtés. Hein. Mais moi, je reste persuadé que Genève, ils peuvent passer parce que s'ils mettent de la pression sur Juice, il a peur du défi physique. Sur certains défenseurs, Hanson, il est aussi craintif parce qu'il est grosse pareil. Je crois qu'il y a des joueurs à aller chercher au niveau du pressing et ils ont récupéré pas mal de pucks. Et ça passe aussi par sortir. On veut tellement sortir proprement par moment, surtout au premier tiers, alors qu'on était sous pression, que du coup on perd des pucks et puis ça revient dans la zone et on se fatigue. Là, à un moment donné, il va falloir à Genève arriver à savoir quand on doit manager le puck et quand il faut sortir les pucks et chipper les pucks. C'est ça où ils doivent améliorer les choses. Après, sur la série, Tom Ernest -2, Vatanen -2, Phil Poula -2, Winnick -2 hier soir, pardon. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et puis, l'acte 2, Maillère à pratiquement 94%, donc ça reste très très bien. En powerplay, 16-67, ils ont remonté un peu leur standard. Boxplay, 100%, ils jouent très très bien en boxplay. Ils sont à 54% pratiquement en face-off, donc ça c'est bien. Maintenant, certains joueurs doivent monter leur niveau de jeu, notamment le premier bloc avec Phil Poula et Winnick. Si on veut aller plus loin, il faut que ce bloc. Artikainen. Oui, Artikainen. On voit plus beaucoup. On voit plus beaucoup, mais il est quand même dangereux sur les pipis. Mais ces deux joueurs-là doivent monter leur niveau de jeu pour qu'il y ait 4 lignes équilibrées. Et avec le retour de Noah Rod, ça va ramener un petit peu, ça va diluer un petit peu le temps de jeu et puis rééquilibrer les lignes. Mais là, par rapport à la saison, toute la saison, par moment, Genève avait des hauts et des bas, et notamment pendant les matchs, et ils étaient toujours sauvés par leur powerplay. Et là, ça peut être un peu moins le cas parce que du coup, les équipes se sont ajustées, puis en playoff, c'est beaucoup plus dur. Donc, il va falloir être plus constant. Mais je reste persuadé qu'ils peuvent passer parce que pour moi, il y a un gros déséquilibre entre la défensive de Zug et l'offensive de Zug, malgré un grand gardien. Et c'est là-dessus qu'ils doivent capitaliser, notamment au niveau du pressing. Sur certains joueurs, il faut continuer à leur mettre énormément de pression et ça va faire la différence. Alors, moi je dirais déjà la bonne nouvelle pour Genève, c'est que le Pipi a enfin marqué, le goal de marque, c'est très important. De l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marchini qui est de nouveau décisif, parce que dans ces matchs, ça va quand même des matchs assez fermés, quoi qu'il arrive, avec des gardiens qui sont très bons. Le premier qui marque, il a toujours un avantage, et ça fait 2 fois de suite que Marchini marque, donc je pense que lui c'est un des rares, parce qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe, à Zug, mais comme à Genève, qui marque à chaque match. Donc avoir tes bons joueurs
en forme au bon moment, c'est pas facile. Et c'est par exemple pour ça que je dis que j'espère juste qu'un Filppula ou un Artikainen. Alors Artikainen c'est spécial, hein. Des fois tu peux ne pas le voir pendant tout le match, mais sur un pipi il va se mettre devant le goal et il te la met au fond. Ouais, mais je suis un peu moins d'accord là-dessus parce que moi je trouve que dans le volume de jeu, quand il a le puck, il arrive quand même à le garder beaucoup dans la zone offensive avec ce pas finlandais, et il use quand même l'adversaire, tandis que Filppula et Winnick ils perdent beaucoup plus de puck. Il est bon dans les bandes, ça c'est vrai, ça c'est important. Mais en tout cas, moi ce que je constate aussi c'est que les deux équipes ont vraiment des bons gardiens, et puis d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que Maier continue d'être excellent. Il y a plus ça, de gros. C'est une très très bonne nouvelle. C'est ça. Et puis moi je trouve qu'il dégage de l'assurance, de la sérénité, exactement. Ça c'est super important. Je vais le répéter, mais c'est vrai que depuis le retour de Lecoultre, l'équipe de Genève a complètement changé. Le coaching a changé. Les temps de jeu sont bien dilués. Je regardais, il y a une constance. Régulièrement, Hatzug en attaque, c'est Kovar le plus utilisé, mais 21-13. De l'autre côté, ça a été Schlumpf, 21-37. Rien d'incroyable. Tom Ernest, de son côté, 25 minutes. Il est à 25 minutes. On tire un peu plus, mais voilà. Et Filppula, 20-02. Donc, c'est du temps de gestion de play-off. J'ai trouvé quand même que la série, par rapport au premier match, elle est devenue quand même plus physique. Ça a plus frappé. Beaucoup plus. Voilà, et plus intense. Et ça, je me pose la question par rapport, je l'avais déjà dit, à l'âge, comment vont réagir ces joueurs tous les 2 jours. Alors, c'est pas fondamental que forcément c'est Genève qui va perdre parce qu'ils sont plus âgés, mais ça peut l'être, on verra. Oui, mais alors là, hier, j'ai été justement surpris en bien par rapport à la réponse du défi physique, et ils ont aussi remis des gros checks à tout le monde, et du coup j'étais rassuré de voir Genève répondre au défi physique de cette manière-là sans Noah Rod. Alors moi je voulais en venir, c'était pas dans ce sens-là le défi physique, c'était par rapport à la vitesse, parce que pour l'instant justement typiquement les fameuses fulgurances de Saint-Teller, Simeoni ou bien Hoffman, on les a encore pas vus, parce qu'ils ont été très bien filtrés. Ils ont tous compris qu'il fallait pas leur laisser de la place entre les 2 lignes. Dans la zone centrale, Hoffman, s'il prend de la vitesse, il peut être décisif. Et d'ailleurs le goal de Marchini, c'est un télescopage malencontreux qui donne une situation de 2 contre 1 qui est Daniel Richards avec Ernest. Exact. Bon, donc tout ça nous donne beaucoup d'informations en même temps. À quoi faut-il s'attendre demain pour ce match numéro 3 ? Alors moi sur le match numéro 3, il faut absolument que Genève gagne, garde l'avantage de la glace. C'est ça. Parce que quoi qu'il arrive, si tu n'arrives pas à aller chercher une manche à Zug, à Genève, si tu gardes ton avantage, tu vas au bout. C'est toujours difficile de gagner, et je trouve qu'il joue très très bien à Genève. Donc moi je suis quand même rassuré par rapport à ça. Et puis dernier point où je vais insister, Simon Lecoultre, moi j'hallucine. Ouais. J'hallucine sur le temps de jeu. Bon, c'est pratiquement 20 minutes, mais comme il est vite, il est bon avec le puck, comme il est bon sans puck, comme il gagne ses duels, il met des checks. Il s'est fait quand même une grosse opération. Il va dans les bandes, il prend des gros checks, il en met. Il ose. Et puis il est très très bon. Et là, hier soir, la première chose que j'ai pensé à la fin du match, c'est qu'il est vraiment éligible pour les championnats du monde. Parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon pour un joueur suisse en défense, capable de jouer dans les 2 sens de la patinoire. Et je suis impressionné avec la longue blessure, l'opération, la réathlétisation de Simon, de le voir à ce niveau-là aussi rapidement. Parce que hier c'était Zug en face. Et franchement, à l'extérieur, franchement, à chaque chiffre, moi je regardais Cli, je dis mais c'est pas comment il fait quoi. C'est un extraterrestre. Laurent, moi je trouve qu'il joue même mieux qu'avant sa blessure. Moi aussi. Il est vraiment. Il est frais, il est plein de fraîcheur, c'est ça. Et puis plein de confiance. Peut-être que les premiers matchs avec l'envie, il a fait un super premier match, il a fait des points, ça lui a donné de la confiance, et là il est parti. Et là il est vraiment très très bon. Alors j'espère qu'il n'y aura pas un coup de mou, parce que des fois on a des coups de mou. On a des coups de mou après une longue absence. Mais en tout cas, c'est très très bénéfique dans le temps de jeu et dans les power play pour Genève. Et c'est surtout un bon exemple de te rendre compte à quel point, quand tu es jeune, tu peux récupérer vite. C'est faux. Et que quand vraiment, il arrive à son prime, comme on dit. Et moi, je trouve impressionnant de voir. Je crois même qu'il a perdu 2-3 kilos par rapport à. Mais il va tellement vite. Il me fait penser à Noah Delémont dans l'audace. Dans l'audace. Ouais, dans l'audace, parce que Noah, il n'a pas le même patinage. Mais il est plus physique quand même. Il est beaucoup plus puissant. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, je crois qu'on va rester sur ces propos-là. Ça nous fait plus d'1 heure d'émission déjà. Ouais, on va aller voir nos Biennois. Vous avez été passionnants aujourd'hui. Ouais, on a été. J'aime bien quand on s'accroche un peu.
Ok, vous voulez qu'on règle ça dehors? On va régler ça dehors, sans problème. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver mercredi pour le premier bloc, le middle, où là, on aura peut-être cette fois-ci quelques vraies réponses à quelques interrogations. Exactement. On aura David Delessert comme invité qui, espérons-le, aura pris un petit peu du Doliprane. Les derniers échos et les dernières vidéos que j'ai vues, ils n'avaient pas l'air au top. Bon, ça fait quand même quelques jours maintenant. Hein. Ah, mais en Valais, quand on gagne un titre, ça dure. C'est multiplié par 2 ou par 3. Je sais pas si tu as vu la réaction de Toto Marietto. Notre ami, on le salue, notre ami Toto Marietto qui était très content et qui m'a quand même envoyé un message, quand même, on va le dire, pendant le match qu'on commentait avec Chris Rivera, où on analysait le match de Zurich-Bienne, où il me disait: je comprends pas trop vos analyses. J'ai peut-être un peu trop fêté. Il me semble que ça doit être ça. Bon, merci messieurs, encore une fois, n'oubliez pas que ça devient maintenant, il faut bien chercher les matchs de hockey, si on veut aller voir des matchs sur place. Alors au pire, non, on va pas dire au pire, vous regardez bien entendu sur les Monts Bleus, vous regardez sur MySports les derniers matchs. Ouais, ce soir on a les highlights et demain on a les mardi et jeudi on a deux fois, on a Genève Zug et Zug Genève, donc on a eu deux fois Bienne, deux fois Genève, c'est génial pour le hockey roman. Sur les Monts Bleus et lesmontsbleus.ch. Exactement. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Ça ne nous empêche pas de dire que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. Et vive plus que jamais le hockey roman. Et à mercredi pour la 53e édition du premier bloc. Bye bye. Bye bye.